Merci, Présidente. En tout premier lieu, mes chers camarades, je voudrais vous prier d'excuser ce fait que ma coprésidente, qui est en réalité la personne qui dirige réellement le quotidien du parti de gauche en France, est retenue aujourd'hui par les tâches de direction du parti à Paris. Je me propose de faire la chose suivante, présenter rapidement la situation à quelques traits de mon pays et donner une idée des axes sur lesquels est construite notre vision de la prochaine élection européenne, qui va être dans notre pays, comme j'imagine dans beaucoup des vôtres, un moment politique décisif. D'abord, quelques mots pour décrire la situation économique de la France. Je n'aime pas faire dans le pessimisme permanent et peindre du noir sur le noir, mais nous avons une situation que quelques éléments peuvent résumer, qui ne sont pas très joyeux. Certes, la richesse du pays n'a pas décru encore. Nous ne sommes pas en récession comme dans d'autres pays de l'Union européenne, mais nous sommes à un niveau étal. Cela donne une indication, c'est que le capitalisme n'a pas baissé sa prédation sur la richesse de la France, qui est la deuxième économie du vieux continent. Le niveau de croissance, en acceptant l'idée que ce soit un indice suffisant pour décrire la richesse d'un pays, le niveau de croissance est tragiquement étal, compte tenu de la politique qui est appliquée. Il faut savoir qu'en France, ce n'est que quand il y a 0,8% de croissance qu'il y a autant de création d'emplois que de destruction. Et ce n'est qu'à partir de 1,8% de croissance que l'on crée plus d'emplois que l'on a de destruction. Nous sommes à 0,1, donc nous sommes installés dans un chômage qui va croissant, puisque chaque année, la génération entrante sur le marché du travail, c'est à peu près 760 000 jeunes Français, puisque nous avons la démographie la plus vigoureuse d'Europe. Le pays est devenu record d'Europe en dollars, de millionnaires en dollars. C'est nous qui en avons le plus dans notre pays. Et nous avons atteint le niveau record de la pauvreté en France depuis la libération, c'est-à-dire la moitié du siècle précédent. De même, nous en sommes à 3 millions de chômeurs absolus, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait une seule heure de travail. Et ce chiffre monte à 5 millions si l'on intègre les personnes qui ont fait moins de 72 heures de travail dans un mois. C'est donc une masse considérable de gens qui sont entrés dans une phase de détresse existentielle élevée, qui se traduit par des phénomènes qui sont peu souvent considérés par les sociologues, ou en tout cas par les statistiques officielles. C'est l'augmentation du nombre des suicides. Il se suicide une personne par jour à la campagne, je veux dire parmi les paysans. Nous sommes le pays record d'Europe de consommation des neuroleptiques. Et nous commençons à voir, comme dans d'autres pays de l'Union européenne, l'espérance de vie en bonne santé reculer et l'espérance de vie tout court reculer dans les catégories sociales les plus défavorisées par la situation. Pendant ce temps, les capitalistes qui jettent de grosses larmes sur la situation continuent à avoir un comportement totalement irresponsable, puisque, alors même que se mettent en place des politiques qui sont destinées à, soi-disant, alléger le coût du travail en réduisant les cotisations sociales, au bout du cycle économique, nous observons que la distribution de dividendes pour les actions reste plus élevée que le niveau de l'investissement. L'année dernière, c'était 210 milliards d'euros distribués en dividendes et 180 milliards seulement investis dans la production, dans les machines, le renouvellement du parc des machines. L'irresponsabilité capitaliste s'observe à peu près dans tous les domaines, mais notamment dans celui qui consiste à ne pas voir la difficulté de la situation, son caractère explosif, y compris pour eux-mêmes, et continuer à réclamer toujours plus de sacrifices et de réduction de ce qu'ils appellent le coût du travail. La situation s'est détériorée au plan moral à partir du moment
où le gouvernement de François Hollande a repris à son compte, dans sa propre bouche, tout le vocabulaire qui était jusque-là celui de nos adversaires. C'est-à-dire, au lieu de parler de cotisation sociale, il parle de charge sociale. Il a déclaré à la télévision que le problème de l'économie française, c'était le coût du travail, là où jusque-là, il était d'usage à gauche de reconnaître que s'il y a un problème dans la production, c'est le coût du capital. Je viens de mentionner un exemple en faisant la différence qu'il y a entre les sommes investies en dividendes et les sommes distribuées en investissement. Tout cela répand à une atmosphère de grande résignation et il n'y a pas d'effet mécanique qui amène la détresse populaire à se tourner vers la solution alternative de gauche que nous incarnerions. Il y a d'abord une vague massive de propension à l'abstention et au rejet de toute forme d'organisation, de toutes les élites, de toutes les structures. C'est un processus, je crois, qu'on connaît dans plusieurs pays. Nous ne sommes pas encore assez forts pour cristalliser. Par contre, la droite a acquis une grande dynamique ces temps derniers. Pourquoi? D'abord parce que petit à petit, la digue, comme nous disons en français, les barrières qu'il y avait entre la droite et l'extrême droite ont sauté. Et la droite classique reprend les éléments essentiels du vocabulaire de l'extrême droite et de ses objectifs. Deuxièmement, parce qu'elle, dans cet emportement, il se construit une espèce d'hégémonie culturelle de certaines valeurs symboliques, morales de la droite autour des questions de la famille, du droit à l'égalité des personnes, je veux dire tout ce qui renvoie au droit au mariage pour tous, ainsi qu'aux questions de l'interruption volontaire de grossesse, le droit à l'avortement, etc., etc. C'est-à-dire tous ces thèmes fondateurs d'une vision patriarcale et classique de la famille, qui sont les enracinements de l'idéologie de droite, ont progressé et se sont installés et se sont rendus visibles, ce qui est nouveau en France. Vous l'aviez déjà vu dans les manifestations contre le mariage pour tous, et puis nous le voyons maintenant quasiment chaque semaine, la droite se donne de la force. Là, nous venons de franchir un seuil au cours des 15 derniers jours. Il y a 15 jours, nous avons eu une journée dite journée de la colère, convoquée par les réseaux sociaux, les groupuscules d'extrême droite et conservateurs et réactionnaires, et il y a eu un nombre considérable de gens dans la rue, et pour la première fois en France, depuis, je ne sais pas moi, avant-guerre, nous avons entendu des cris tels que « les journalistes à Auschwitz »,« les juifs dehors »,« abat les francs-maçons », et ainsi de suite. C'est-à-dire des paroles d'une violence réactionnaire jamais vue, jamais entendue, en tout cas jamais rendue visible de cette façon. À la faveur d'un prétendu humour, le comédien Dieudonné a vulgarisé des signes de reconnaissance, d'identification avec l'extrême droite. Et nous en étions là. Cette semaine, nous avons eu une manifestation plus calme, bien sûr, de la droite plus conventionnelle, mais sur les questions de genre et de famille. Sur la base d'une escroquerie, il y a des gens qui ont lancé l'idée que l'on allait apprendre, à cause de la théorie du genre, aux enfants des maternelles à se masturber. Et c'est aussi incroyable que ce soit, il y a eu des gens pour le croire qui ont retiré les enfants des écoles. Bref, il y a une ambiance extrêmement glauque en France. Et ils ont fait une manifestation ce week-end pour défendre la famille. Et chose incroyable, lundi, c'est le ministre de l'Intérieur qui a déclaré qu'il n'y aurait pas d'amendement dans la loi sur la famille sur la procréation médicalement assistée. Ensuite, 3 heures après, le président du groupe socialiste a dit que tout de même, il fallait respecter le droit des parlementaires à discuter de la loi. Et puis, 2 heures après, c'est le porte-parole du Parti socialiste qui a déclaré que le Parti socialiste ne demandait plus la procréation médicalement assistée, qui était une promesse et un engagement du président Hollande. Et à la fin de la journée, le Premier ministre a retiré la loi et ça a été terminé. Alors, c'est naturellement une débandade de plus pour le Parti socialiste. Mais c'est surtout un appel d'air extraordinaire pour la droite. Ce n'est pas à des gens de gauche que je vais expliquer ce que c'est que de faire une manifestation et ensuite le gouvernement cède. C'est un encouragement extraordinaire. Bon. Donc la droite a marqué un point décisif dans la rue et donc ça nous rend très inquiets.
En ce qui concerne la gauche, donc le Parti socialiste a entièrement rallié la politique économique de droite et l'a assumé à la télévision en disant que oui, c'était l'offre qui créait la demande. Je ne fais pas l'injure ici de vous expliquer la différence qu'il y a entre la politique de l'offre et de la demande, mais traditionnellement, la politique de gauche est une forme de politique de la demande, même si nous ne sommes pas tous d'accord sur ce qui doit être demandé, mais c'est quand même ça le fondement. Donc, à partir de là, tout s'est enchaîné et a pris sens. Au point où nous en sommes, moins de 2 ans avant la prise de fonction par François Hollande, la situation, à mains égards, est politiquement pire que sous le gouvernement de M. Sarkozy, puisque M. Sarkozy avait amené la retraite en France de 60 à 62 ans, et François Hollande l'a amené de 62 à 66. Donc aujourd'hui, la retraite en France est à 66 ans. Pour ne prendre que cet exemple, je pourrais en prendre dans beaucoup de domaines, mais je crois que celui-là est un peu emblématique des droits sociaux que nous défendons tous, chacun dans nos pays. Les syndicats rencontrent une très grande difficulté parce que, par ses astuces et sa manière de faire, le président Hollande est arrivé à les diviser, en particulier sur un nouvel accord interprofessionnel dit de compétitivité qui livre quasiment à la négociation entreprise par entreprise le droit de rectifier les horaires de la semaine de travail, le coût des heures supplémentaires et l'évolution salariale. Partout, ce type d'accord a été signé, ça se termine par ensuite de très grands revers et beaucoup d'amertume et de désespoir. Nous venons de le voir avec le cas de l'usine Peugeot, qui est peut-être arrivé jusqu'à votre connaissance, où des gens qui avaient signé déjà un accord, qui acceptaient que leurs heures supplémentaires soient moins payées, que leur temps de travail soit allongé, etc., viennent d'apprendre qu'après avoir signé tout ça, il y aurait quand même 700 suppressions d'emplois. C'est donc une situation qui est inouïe pour les travailleurs, car non seulement ils ont consenti tous les sacrifices, mais pour rien. Et en plus, l'État a garanti la banque de cette entreprise de vente de voitures sans demander aucune contrepartie. Le système général de François Hollande est de ne pas demander de contrepartie. Alors, les mots sont là, pendant un temps, ils font comme de la fumée, et puis un jour ou l'autre, il arrive et il dit « bon, c'est clair, nous ne demandons rien en contrepartie ». Donc les syndicats sont dans un moment difficile. Le Parti socialiste est entré dans une grande déshérence. L'organisation écologiste est visiblement très divisée. Ils se discutent quasiment tous les 15 jours de savoir s'ils vont rester au gouvernement ou sortir. Ce n'est pas qu'ils sortent ou qu'ils restent qui est le plus important, c'est l'impression de chaos que cette situation donne et de démoralisation. Alors tout ça, c'est les aspects négatifs, mais c'est en même temps des grandes opportunités, car nous avons toujours su que nous nous construirons et que notre tâche est de nous construire politiquement, pas d'attendre que les fruits tombent de l'arbre tout seuls, ça n'a jamais existé nulle part. Nous avons, le Front de gauche, un bon point de départ, ce sont les 4 millions de voix que nous avons rassemblées dans l'élection présidentielle, ce qui nous a mis à 11%. Nous connaissons un moment difficile parce que les élections municipales ont conduit à du trouble entre nous, puisque nous n'avons pas tous la même évaluation de ce qui est nécessaire de faire au premier tour. Et pour résumer, je dirais que pour ma part, je suis absolument hostile à toute alliance avec les socialistes au premier tour, et que ce n'est pas l'avis de tous mes camarades. Alors cela crée un trouble d'identification qui va être nécessairement devoir être surmonté dans des délais extraordinairement rapides, puisque le deuxième tour de l'élection municipale, qui est très importante comme dans tous vos pays, se situe 6 semaines avant l'élection européenne. Et que donc nous n'aurons que 6 semaines pour faire la démonstration de notre mise à distance absolue du système des socialistes et de la droite et de l'extrême droite. Les sondages qui commencent la campagne européenne donnent en tête de tous les partis en France le Front National. Et il nous place, nous, à 9%. La dernière fois que nous avons fait campagne, en 2009, nous avons commencé la campagne à 4%. Donc j'ai bon espoir que si nous faisons une campagne bien groupée, très dynamique et très rassemblée sur des thèmes essentiels de rupture avec l'Europe que nous connaissons, nous avons de bonnes opportunités de faire un bon résultat. Je ne sais pas si nous atteindrons cette fois-ci le but que pour ma part je m'étais fixé, mais c'était avant la situation des élections municipales, qui était de passer devant les socialistes. Ce que je peux vous dire, c'est que
la propagande socialiste et celle de la droite se concentrent sur pour faire barrage à ce que nous sommes. Hein. Dans toutes les circonstances, nous sommes accablés de calomnies. Quand nous faisons des manifestations très puissantes, et nous en avons fait 3 depuis l'élection présidentielle, tout nous est contesté. Ma personne, le slogan, le nombre de manifestants. Bon, et ensuite, avec une perversité particulièrement raffinée, le ministre de l'Intérieur s'acharne à faire la démonstration qu'il y a plus de manifestants de droite et d'extrême droite qu'il y en a quand c'est le front de gauche qui défile. Je pense qu'ils sont, pour le Parti socialiste français, nous sommes la principale menace. Il redoute une situation où il serait conduit à connaître le même effondrement qu'il a connu en Espagne ou en Grèce ou même dans les autres pays européens. Donc cette affaire-là n'est pas tranchée. Je préfère le dire, nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas perdu. La tension sociale va grimpante, l'extrême droite est forte, mais nous avons de bons atouts pour mener le combat. J'achève en disant que tout le front de gauche est en train d'évoluer sur son appréciation sur la construction européenne. Jusqu'à présent, là, en 2009, notre slogan de campagne était « Front de gauche pour changer l'Europe ». Plus personne ne parle de changer l'Europe. Le mot que nous utilisons est « refonder l'Europe ». Parce que nous pensons que nos concitoyens ont été saoulés de discours en leur disant « votez pour nous parce qu'avec nous, nous allons améliorer, nous allons réformer, nous allons changer de l'intérieur ». Parce que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Je rappelle surtout que la France est un des rares pays à qui on a demandé son avis populaire sur la Constitution européenne. Bon, il y a eu que 2 pays où il y a eu un référendum, non 3 avec le Luxembourg, pardon. Bon, et en Hollande comme en France, le peuple a rejeté massivement le projet de Constitution européenne. Pas parce qu'il est anti-européen, mais parce qu'il a parfaitement compris que c'est un projet libéral. Donc toute tentative pour essayer de faire croire autre chose, tout discours qui commencerait par « pour », nous sommes pour, à propos d'Europe, est perdu d'avance. Il s'agit donc d'être contre tout en étant positif. Voilà le défi qui se soulève à nous. Donc notre construction programmatique est faite autour de l'idée de refonder l'Europe, d'une part, et d'autre part, d'organiser, dans le cas où nous serions majoritaires, une désobéissance. Bon, c'est impossible pour moi de développer davantage les subtilités de la tactique et de la stratégie, mais je crois que là, je viens de dire l'essentiel. Notre orientation est une orientation de rupture. La situation des élections municipales, quelle que soit mon opinion personnelle, je ne veux pas réduire ma prise de parole à mon opinion personnelle, de toute façon, crée toujours une difficulté dans tous les pays, compte tenu du fait que les contextes locaux ont eu un grand impact sur cette élection. Cependant, il s'agit d'élections nationales, puisque le même jour, 42 millions d'électeurs sont convoqués et que nous allons élire 500 000 personnes. Donc c'est forcément une élection politique. Et le deuxième round sera l'élection européenne qui est à un tour et à la proportionnelle. Par conséquent, je pense que la signification politique des élections municipales, même si elle est embrouillée, sera débrouillée par le résultat de l'européenne. Le président Hollande a placé un vote de confiance qui aura lieu au mois de juin. Donc nous pouvons penser que la France entrera dans un moment politique d'une extraordinaire densité, puisqu'il y aura 2 votes populaires et un vote de l'Assemblée à propos de la confiance à accorder au gouvernement. De là, il peut sortir une situation très, très contrastée. Mais je voudrais vous dire que je reste persuadé que nous avons l'opportunité de passer en tête de la gauche en France. Je pense que si nous n'y arrivons pas, nous devrons nous examiner nous-mêmes. Bien sûr, beaucoup de choses vont contre nous. Il ne faut pas non plus se rendre magiquement responsable de toute la situation. Mais cette possibilité existe et pour ma part, je compte vraiment contribuer avec le parti de gauche à la saisir aux cheveux. Notre front comporte 9 partis et mouvements de tailles très différentes. Sa liaison avec la société s'est plutôt amplifiée, au sens où il est identifié comme un repère de refus. Et bien sûr, plus la situation avance, plus il devient évident que quand on est de gauche, qu'est-ce que vous voulez faire comme vote, hein? Donc nous appelons ça,
construire une opposition de gauche qui permette de dire à une personne de gauche, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait avec le gouvernement, mais je suis de gauche et je le prouve par mon bulletin de vote. Voilà, mes chers camarades, j'ai à peine débordé de mon quart d'heure et je vous prie de m'en excuser. Je suis comme vous tous, ce sont des sujets qui appellent des réponses aussi complexes que l'énoncé du problème. Bon, mais je vais me concentrer puisque nous avons peu de temps. D'abord, je te réponds très rapidement. Je commence par ta question très précise, Gabi, en te disant les choses comme je les vois. Pour moi, je fais la différence entre les mots qui sont utilisés et les réalités. La compétitivité au sens de le rapport entre l'effort fourni par le travail et le résultat du travail française est très bon. À mes yeux, c'est une des meilleures du monde et les gains de productivité sont aux alentours de 1% par an. Ça s'est payé d'une souffrance au travail absolument incroyable qui se traduit par des phénomènes massifs de ce qu'on appelle le burn-out et des phénomènes massifs de suicide au travail. Nous avons pour la première fois, connu des vagues de suicides dans une entreprise comme France Télécom. Le niveau scientifique et technique de la formation de la main-d'œuvre française est très élevé. Mais notre pays a une structure, une organisation de son appareil de production qui l'a rendu plus facilement perméable aux intrusions du capital financier transnational, des fonds d'investissement, des fonds de pension, qui sont allés là où les résultats paraissaient les plus juteux et ont fait exploser la structure productive française. Ce dont nous sommes malades, c'est du capitalisme financier transnational. C'est d'abord de ça, pas de différence de coûts. Ce n'est pas, cette réalité-là n'est jamais démontrée. Bon, donc déjà, il faut bien avoir conscience de ce qu'est la réalité des problèmes de l'appareil productif de son pays pour savoir quoi faire. Alors, l'Allemagne est montrée comme un exemple. En aucun cas, c'est un exemple pour nous. D'abord, nous sommes dans deux situations démographiques exactement inverses. Bon, c'est ce que nous disons sans cesse à la droite. Nous sommes un pays avec une démographie extrêmement vigoureuse. Par conséquent, nous avons besoin d'investissements publics extrêmement importants, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin de soins de santé. Donc rien que pour ça, nous sommes obligés d'avoir des politiques publiques impétueuses. La réponse capitaliste à ce problème, qui est chacun pour soi et chacun se responsabilise, bon, nous avons vécu ça tout le 19e siècle. Nous sommes au courant que ça ne marche pas. La France n'a pas de rente de situation, de pétrole ou que sais-je encore. Elle ne peut miser que sur une seule chose, le niveau d'instruction de sa population et sa capacité à satisfaire ses besoins pour un nombre croissant de personnes. Nous avons une richesse sous nos pas qui fait de nous la deuxième puissance du monde. Ça peut paraître étonnant que vous entendrez. C'est le deuxième territoire maritime du monde. Et en surface, si vous mettez le territoire maritime plus le territoire terrestre, ça fait de nous le deuxième territoire du monde, y compris devant la Chine et devant l'Inde. Là, nous avons un trésor, mais la question qui est posée, celle de la manière responsable d'entrer dans l'économie de la mer. Et ça, cette manière responsable, elle nous interpelle. Nous ne pouvons pas être simplement des petits copieurs du productivisme du XXe siècle. Nous avons essayé de répondre à ces questions qui sont très concrètes. Quel peut être le moteur de la relance de l'activité des Français? Voilà. La réponse de M. Hollande, c'est la politique de l'offre. Produire n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça coûte pas cher et qu'on peut en vendre partout. Et qu'on le vend à la place des autres, évidemment, qui, eux, ne le vendront plus. Un peu le modèle allemand généralisé. Chacun pour soi et on verra bien ce qui arrive aux autres après. Non, ça ne peut pas être ça. Donc je ne m'étends pas plus, mais là je m'exprime plutôt comme membre dirigeant du parti de gauche qu'au nom du Front de gauche, parce que le Front est encore très jeune, je vous demande de le comprendre, chers camarades. Vous avez tous vécu ça dans vos pays respectifs. Nous avons à peine 5 ans. Nous partons du rassemblement d'une gauche martyrisée, qui allait de défaite en défaite, de réduction de son champ d'influence en réduction. Et donc maintenant, nous sommes dans une nouvelle situation. Mais il faut le temps qu'elle pénètre en profondeur tous nos réseaux, que la peur du lendemain s'apaise, que la confiance mutuelle se développe. Bon, ça je suis passé d'une question à une autre. Je vais vous répondre, vous êtes tous des militants comme moi, et je sais que vous me pardonnerez si je parais un peu abstrait à certains moments. Ce que je veux d'abord dire, c'est que nous avons voulu
que vous disposiez des textes pour nous connaître, nous, le parti de gauche. Je pense qu'ils sont mal traduits si tu as pu comprendre que nous voulons la sortie de l'euro. C'est un petit peu plus compliqué. Tous les textes du parti de gauche se positionnent comme parti de gouvernement. C'est-à-dire, nous nous mettons dans la situation de dire eh, demain, nous allons gouverner notre pays, qu'est-ce qu'on fait? Pas seulement des phrases, des réponses concrètes. Et pourquoi il y a un instant, je vous disais, nous devons avoir une stratégie de relance de l'économie française. Et cette relance ne peut pas être simplement de dire le développement de la dépense publique d'après les besoins sociaux. C'est très important, bien sûr. Mais ça doit être aussi une relance qui se donne une perspective générale. J'ai évoqué tout à l'heure l'économie de la mer, en relation avec le manifeste écosocialiste. Naturellement, mon délai ne me permet pas de détailler ce manifeste, mais il a fait un effort théorique et intellectuel qui est une caractéristique de mon parti. Nous travaillons beaucoup sur les questions intellectuelles et philosophiques. Nous sommes les héritiers de plusieurs traditions. La tradition du communisme, la tradition du socialisme démocratique français, la tradition de l'humanisme et de l'écologie politique. Et nous avons essayé de faire une synthèse, pas un millefeuille, pas une couche de socialisme, une couche de communisme, une couche d'écologie, une couche de république, après on recommence. Une synthèse intellectuelle. Je peux la résumer en une phrase, j'en demande pardon au traducteur que je n'ai pas prévenu, mais je vais le résumer comme ça. Premièrement, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Donc, il y a un intérêt général humain. Nous ne pouvons trouver cet intérêt général que par notre raison. Le débat contradictoire, libre de toute domination. La domination sur les travailleurs, des hommes sur les femmes, des vérités révélées sur la libre discussion, que cette vérité révélée soit la part de Dieu ou la part du marché. Et chacun d'entre nous est appelé à dire non pas ce qui est bon pour lui-même, mais ce qui est bon pour tous. Voilà comment, en quelques mots, on pose l'égalité des êtres humains et leur similitude. La nécessité de la démocratie, non pas comme un luxe, mais comme une manière concrète de répondre à une crise concrète, celle de l'écosystème déclenchée par le productivisme capitaliste. Ensuite, l'intuition communiste, il y a des biens communs, et ces biens communs appartiennent à toute l'humanité, ils ne peuvent pas être une appropriation privée. Il y a un intérêt général humain, donc il s'impose à tous les intérêts particuliers. Et enfin, la République. Il faut vous rendre compte que pour la gauche française, il est très important de reconstituer un cadre intellectuel cohérent qui permette de rendre compte du moment, de l'étudier et d'y apporter des réponses. Sinon, nous ne pouvons pas nous contenter de juxtaposer des réponses pragmatiques à chaque élément de crise du système capitaliste, parce que ça ne mène, c'est utile dans l'action syndicale, c'est utile dans l'action quotidienne, mais ça ne permet pas de nous guider. Or, nous sommes de nouveau dans une ère de révolution, avec ce qui vient de se passer en Amérique latine, que pour notre part, nous avons beaucoup étudié. Maintenant, j'en viens, c'est très abstrait, au schéma, au plan de marche stratégique du parti de gauche. Nous pensons que la majorité de la population est désorientée, c'est-à-dire n'a pas de repère politique. 20% va voter pour les partis traditionnels de la gauche, 20% va voter pour les partis traditionnels de la droite, et tous les autres sont un peu perdus. L'objectif de la stratégie du parti est la construction non pas d'un parti révolutionnaire, c'est utile, mais d'un peuple révolutionnaire. L'opération se déroule en 2 temps, si j'ose dire, je résume. Premier temps, il s'agit de constituer un point d'appui qui donne une dynamique à la société dans notre sens. En gros, c'est l'image que vous avez peut-être eue de l'extérieur de notre campagne présidentielle, qui repose sur 3 points. Parler à la raison par un programme de radicalité concrète. Nous n'avons peur d'aucune question concrète. À toutes les questions concrètes, nous sommes capables d'apporter une réponse révolutionnaire concrète, qui dit concrètement comment nous changeons la vie des gens. Deuxième élément, la mise en scène de nos valeurs culturelles, l'esthétisation de la logique de la gauche, en face de l'esthétisation de la logique de la droite, de sa violence, la cruauté, le sexe déshumanisé, la pulsion à la place de la réflexion, etc. Et troisième élément, la construction d'une identité collective. La droite, l'extrême droite, propose comme identité collective la couleur de la peau, la religion, le passé, la tradition locale. Nous proposons la tradition politique historique du mouvement des Lumières et de la grande révolution de 1789. À partir de là, nous construisons un socle politique, une force qui doit se donner à voir pour se renforcer. C'est pourquoi nous avons fait, depuis l'élection présidentielle, 3 manifestations de masse sur des objectifs qui peuvent paraître très abstraits. J'imagine qu'il y a des pays où c'est impossible de faire une chose pareille. Nous avons fait 3 manifestations, une contre le traité européen,
l'autre pour la 6e République, et la 3e contre le système fiscal. Et à chaque fois sous l'emblème pour la 6e République, qui est une manière insurrectionnelle de mettre en cause le système institutionnel que nous avons. J'ai évidemment résumé. Nous pensons ensuite, que va-t-il se passer? Je réponds par là aux questions qui m'ont été posées. Personnellement, je ne pense pas que nous ayons la capacité de constituer une majorité à 51% dans notre pays à horizon visible dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Je ne le crois pas. Cependant, je suis fondamentalement un démocrate. Je crois aux élections et au suffrage populaire comme manière de renverser la situation. Quel est l'intermédiaire entre les deux? Ce que nous avons observé dans tous les pays qui ont été révolutionnés en Amérique du Sud. Peu importe ce que nous pensons de cette révolution. Comment les choses sont-elles passées? L'arrogance des secteurs dominants de la société est arrivée à un point tel que jusqu'à l'extrême limite, ils continuent à pressionner. Rappelez-vous comment l'Argentine s'est écroulée. La dernière intervention du FMI a été pour dire que le plan d'austérité n'était pas suffisant, jusqu'à ce que le pays s'effondre, tout simplement parce qu'il n'y a pas moyen de continuer à serrer. Je ne sais pas jusqu'où on peut serrer en Grèce, mais à mon avis, on ne peut plus serrer. Bien. Et à ce moment-là se produit un bug, c'est-à-dire un blocage des institutions et de la société. Et à ce moment-là, la société se tourne vers ce qui est en rupture, premièrement. Deuxièmement, qui a une vocation et une intention démocratique affirmée et qui propose un autre chemin, sans aucun lien avec le système précédent. La rupture est la condition de la crédibilité. La rupture est la condition de la crédibilité, pas l'arrangement. Ce qui rompt avec beaucoup des idées du passé. Enfin, nous croyons que la révolution à laquelle nous aspirons, car le mot révolution n'est pas pour nous un mot que nous voulons cacher, nous l'appelons citoyenne. Ce n'est pas une manière pour nous de ne pas oser dire révolution socialiste. C'est parce que nous voulons dire que cette révolution citoyenne, dont vous allez trouver l'écho dans nos textes, intègre les tâches socialistes, mais qu'elle met à l'ordre du jour des tâches d'intérêt général humain, celles qui résultent de l'écosocialisme et de la prise en compte de la crise de l'écosystème. Vraiment, je suis désolé d'être à ce niveau d'abstraction et de généralité, mais vous permet de comprendre comment nous résolvons le gap qu'il y a entre notre force actuelle et l'ambition de notre objectif. Maintenant, pour finir, mes camarades, voici ce que je voudrais vous dire. Si la chaîne craque, et elle va craquer, nous ne savons pas où. Ça peut être en Grèce, ça peut être en Espagne, ça peut être au Portugal. Personnellement, je souhaite que ce soit en France, parce que, bon, j'aimerais bien voir ça. Je commence à être pressé. Mais si la chaîne craque, en France, il s'agira de la deuxième économie du continent. Nous ne pouvons pas nous poser les problèmes d'une manière abstraite et théorique. Je vais finir par cet exemple sur la question de l'euro. Jamais mon parti ne dit qu'il veut sortir de l'euro. Jamais. Seulement, nous disons que nous n'avons pas peur de Mme Merkel. Et que si l'euro s'écroule du fait de sa politique, nous n'avons pas peur. Ce que nous voulons, c'est que l'euro, en tant que, dans la théorie marxiste de la monnaie est un équivalent, rien d'autre. C'est le système de la Banque centrale européenne indépendante qui fausse complètement le mécanisme monétaire, qui fait que l'euro ne peut pas être un étalon de mesure qui nous permet de savoir comment nous pouvons faire une convergence sociale vers un SMIC européen, avec des SMIC intermédiaires, n'est-ce pas? Donc ce que nous disons, c'est que nous voulons qu'on change l'euro, mais nous sommes la France. Nous pensons qu'on ne peut pas nous dire non si c'est nous qui dirigeons. Je parle de nous, hein. On ne peut pas nous dire non, nous sommes la deuxième économie du continent. Si nous refusons de payer la dette, nous faisons s'écrouler tout le système. Et nous pouvons parfaitement décider de ne pas payer la dette. Dans l'histoire passée, jamais personne n'a payé des dettes de cette importance. Nous savons tous que la Grèce ne paiera jamais. Nous savons tous que l'Espagne ne paiera pas. Nous savons que le Portugal ne paiera pas. La seule chose que nous savons, c'est que la souffrance va durer. Jusqu'au jour où on finira par dire on ne peut pas payer. Il faudra donc régler le problème de la dette et il y a 3 manières de le faire. La dévaluation, la guerre, l'hyperinflation. Personne n'a jamais connu une autre technique pour liquider les dettes. Donc moi, je préfère les techniques douces. C'est-à-dire que l'euro puisse être dévalué sur le plan international, car un euro pour un Français, un euro à 1,34 $, c'est une folie monstrueuse qui nous élimine de toutes sortes de relations internationales marchandes. Une folie. Nous en sommes à dire qu'on va aller construire Airbus en zone dollar. Donc, nous voulons changer le statut de la Banque centrale européenne.
Si la direction politique, le gouvernement allemand, composé par la droite et les SD, disent que non, ils ne veulent pas, c'est eux qui prennent le risque, ce n'est pas nous. Parce que c'est nous qui avons le doigt sur le détonateur. Si je gouvernais la France, je n'accepterais pas les conditions politiques posées par Mme Merkel dans le cadre du mécanisme européen de stabilité financière ou dans le cadre du traité financier. Je n'accepterai pas. Par conséquent, je fais le pari d'un débat rationnel avec les Allemands qui gouvernent l'Allemagne aujourd'hui. Un débat rationnel, sérieux. Pas un débat idéologique où ils nous imposent une organisation de la société et de l'économie. Mais je considère que c'est un argument politique, le rapport de force. Et le rapport de force repose sur la détermination de chacun des protagonistes. Les présidents français qui vont en Allemagne se comportent comme des petits garçons. Vous n'avez qu'à regarder physiquement comment ils se comportent. Vous voyez bien, ce sont des petits garçons. Le premier était absolument convaincu idéologiquement par Mme Merkel, il n'allait pas résister. Et le deuxième est arrivé en disant « Nous sommes les bons élèves de la classe Europe ». Nous ne sommes pas les bons élèves de la classe Europe, nous. Nous ne voulons pas être les bons élèves, ça ne nous intéresse pas. Mais cet homme, il a décidé d'être le bon élève, alors il fait ce que lui dit Mme Merkel. Je caricature, mais je pense que vous comprenez tous qu'on ne peut pas tenir tête quand déjà idéologiquement on est soi-même convaincu qu'on ne peut rien faire. Moi, je ne crois pas que la France soit obligée de subir la politique de la droite allemande. Bon, voilà à peu près le tableau général. Psychologiquement, il est très important pour nous d'avoir une opportunité à la grecque, c'est-à-dire de passer devant les socialistes. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes habitués à vos mouvements socialistes à vous. Vous devez tenir compte du fait que le mouvement socialiste français est assez spécial. C'est le seul d'Europe qui faisait un accord gouvernemental avec les communistes. C'est le seul d'Europe qui a gouverné avec des communistes et des Verts. Par conséquent, le trouble que vous connaissez chez vous, de la liaison du peuple avec le Parti socialiste, est encore plus grand en France. Parce que jusqu'à la période récente, la gauche pouvait penser que, bon, une chose dans l'autre, les socialistes faisaient ce qu'ils pouvaient pour être aussi à gauche que possible. Et nous sommes en état de sidération aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à y croire de voir ça. Voir un socialiste amener la retraite à 66 ans, en Allemagne, c'est banal. En France, c'est un volcan qui explose. C'est un tremblement de terre. C'est une chose inouïe. Bon. Donc voilà le moment politique. Et pour nous, il s'agit de l'attraper comme une opportunité pour avancer le plus possible en montrant que nous sommes dans la radicalité, la rupture et que nous sommes concrets. C'est-à-dire que nous savons de quel côté nous allons emmener notre pays pour le futur. Bon, pardon mes camarades, vous devinez que comme j'aurais aimé encore dire des choses, je suis très abstrait, j'en suis conscient, mais comme j'ai affaire à des militants politiques confirmés, je pense que chacun aura compris ce qui n'était pas compréhensible entre les lignes. Also, recht herzlichen Dank.